Every bubble ensues from widespread conviction. Everybody believes A, they bid the beneficiaries of A up to the moon. It turns out it's overdone. And people are now convinced AI will change the world. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Howard Marks est le cofondateur du fonds d'investissement Oak Street Capital et sa fortune personnelle est estimée à plus de 2,2 milliards de dollars. Dans une récente interview qu'il a accordée à CNBC, il met en avant ses craintes qu'il a par rapport à une potentielle bulle financière qui est en train de se propager à cause de l'intelligence artificielle. Il voit des similarités avec les bulles qu'on a eues précédemment dans l'histoire de la bourse. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas découvrir comment cette bulle est en train de se former et qui sont les responsables de cette bulle potentiellement spéculative qui risque d'exploser et comment tu pourrais en tirer profit en investissant plus sagement. La première chose à comprendre, c'est que cette bulle, aujourd'hui, elle est majoritairement formée par les Magnificent Seven. Alors, si tu ne sais pas encore qui sont les Magnificent Seven, il s'agit des entreprises Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla. La chose qui est complètement ahurissante avec ces entreprises, c'est que si tu avais investi sur ces 7 entreprises en 2023, bien en un an, tu aurais généré plus 106% de retour. À titre de comparaison, le Nasdaq, qui est l'indice technologique américain, lui, a fait plus 56%, et le S&P 500, qui est l'indice de référence un petit peu sur le marché américain, voire même mondial quasiment, bien a fait plus 24%. Une des clés de cette surperformance qu'ont pu avoir ces entreprises, c'est premièrement leur taille et la compétitivité qu'elles ont, mais surtout, elles ont tous pris un tournant sur l'intelligence artificielle. Depuis quelques années, ces entreprises ont massivement investi pour développer les intelligences artificielles, que ce soit des outils pour mieux faire tourner l'intelligence artificielle, ou alors pour avoir leur propre intelligence artificielle qu'ils vont pouvoir donner aux utilisateurs qui vont pouvoir créer. C'est pour ça également que Microsoft s'est associé avec ChatGPT pour continuer de développer tout cet écosystème qu'il y a autour. Et le truc avec ça, c'est qu'aujourd'hui, à part Nvidia qui propose des bases de données, des puissances de calcul pour faire tourner l'intelligence artificielle, toutes ces autres entreprises n'ont pas encore une intelligence artificielle qui est rentable, qui est parfaitement au point et surtout qui leur rapporte beaucoup d'argent. Donc toute la théorie d'investissement qu'il y a autour de ça, c'est en se basant sur les bénéfices potentiels futurs qu'auront ces entreprises et leur capacité à avoir une IA qui sera vraiment révolutionnaire pour leur industrie. À l'heure où je tourne cette vidéo, le PE ratio, donc le Price Earning Ratio de Nvidia est autour de 61. Ça veut dire que tu payes 61 années de bénéfices quand tu achètes ton entreprise. Historiquement, le PE ratio du S&P 500 est en moyenne de 16. Et en ce moment, et principalement à cause de la montée des Magnificent Seven, le PE ratio du S&P 500, donc l'indice global, est autour de 26-27. Ça dépend du moment où tu regardes la vidéo. Et donc le problème que nous rencontrons à l'heure actuelle, c'est qu'on risque d'arriver à un moment où la croissance des bénéfices elle ne va pas être suffisante pour combler cette surévaluation énorme et ce prix que tu payes pour une action. On l'a vu par exemple avec Tesla en 2021 ou en 2020, le titre était coté à 1100 fois les bénéfices, en 2021 600 fois les bénéfices. En gros, ce qui se passait, c'est que si Tesla faisait x2 sur ses bénéfices tous les ans pendant 5 à 10 ans, mais il fallait que le prix de l'action ne bouge pas pour qu'on ait un price earning qui soit autour de 30-40, qui peut être plus ou moins acceptable pour une entreprise. Et quand on regarde les chiffres de l'entreprise, c'est quelque chose qui était totalement ahurissant et impossible à atteindre. Et c'est ce qui fait peur aujourd'hui, c'est qu'on pourrait arriver dans un scénario où la croissance potentielle des entreprises sera impossible à combler pour qu'on arrive à avoir une performance de plus 10, plus 15, plus 20% par an en bourse sur ces entreprises sans qu'il y ait une énorme correction. Donc ça, t'imagines bien que c'est une situation qui est entre guillemets un peu difficile, un peu étrange pour les investisseurs value qui vont chercher des entreprises sous-évaluées, des entreprises de valeur. Well, risk is never easy. The obvious answer is that you invest in the Magnificent Seven because you think their earnings growth will be so rapid. You overweight them, and then it isn't. So your large holdings suffer because they didn't live up to expectations. Donc ce que met Howard Marks en avant ici, c'est que d'un côté, eh bien, on a des personnes qui acceptent de payer des entreprises beaucoup plus chères à des price earnings aujourd'hui qui sont supérieurs à ce que le marché a l'habitude de produire et qui sont supérieurs à la moyenne parce qu'ils estiment que ces entreprises, grâce à leur innovation, auront des bénéfices dans le futur qui justifieront largement le prix d'achat aujourd'hui. Le problème avec ça, c'est que prévoir l'estimation des bénéfices futurs de l'entreprise est quasiment impossible. Du jour au lendemain, on peut avoir une news qui va faire totalement plomber l'entreprise. On va avoir des éléments qui vont faire que les bénéfices n'augmenteront pas comme prévu. Et à ce moment-là, quand le marché va se rendre compte de ce qui s'est passé, on risque d'avoir une grosse chute de l'action ou alors on risque juste de se rendre compte que l'entreprise, elle n'a pas vraiment le potentiel qu'on avait imaginé. On estimait 30% par an sur les 5-10 prochaines années. Finalement, on n'aura que 15% ou 10%, ce
ce qui est très bien, mais ça ne justifie pas les ratios de valorisation qu'on a pu atteindre. Mais d'un autre côté, l'argument de la croissance, il fait sens également. It's really important to look at risks two-sidedly. So the corresponding risk is that you don't overweight them and you don't have a market weight, and then they perform earnings-wise as expected, and you're left behind. Si aujourd'hui on part de ce principe où on se base uniquement sur ce que l'entreprise produit à l'heure actuelle et son ratio court par rapport aux bénéfices, personne n'aurait investi dans Apple à ses débuts, personne n'aurait investi dans Tesla en 2014 ou en 2016 quand ils commençaient à commercialiser au grand public leurs voitures électriques. Et aujourd'hui, même si Tesla a perdu plus de 60% en bourse, ces personnes qui avaient investi en 2014 ou 2016 ont quand même une excellente performance sur leurs investissements et sur leur portefeuille. L'idée que Howard Marks veut transmettre ici, c'est qu'il faut arriver à prendre du recul et ne pas se faire aveugler par le risque et essayer d'avoir un horizon, une vue qui est beaucoup plus globale sur la situation actuelle. Et donc l'idée ici, c'est plutôt de questionner ce qui se passerait. Aujourd'hui, que se passera-t-il si les entreprises n'arrivent pas à avoir les bénéfices, à atteindre les objectifs, les estimations des bénéfices qui sont annoncés pour le moment? Pour te donner un exemple concret, aujourd'hui avec Nvidia, les analystes estiment que sur les 5 prochaines années, on va avoir une croissance moyenne annuelle des bénéfices de 37% par an. Donc ce que tu dois te demander, c'est est-ce que tu penses que cette croissance, elle est réalisable, oui ou non? Ou même, est-ce que tu penses qu'on va faire mieux, qu'on va faire moins bien? Donc avant d'investir, essaie surtout de te demander, ok, pourquoi est-ce que je pourrais avoir raison sur ma théorie d'investissement? Pourquoi est-ce que je pourrais avoir tort sur ma théorie d'investissement? Pour voir tout ce qui peut se passer potentiellement et surtout avoir un spectre global de l'environnement économique et de l'environnement surtout dans lequel se trouve cette entreprise avant de prendre tes décisions d'investissement. Donc là ici, Howard Marks, il va nous partager vraiment son opinion sur ce qui est en train de se passer. People are now convinced AI will change the world. I imagine it will. I don't know how to invest in it. I don't know if the future of AI is adequately reflected in the price of the beneficiaries or over reflected. But, you know, if you go back 25 years ago exactly to mid-1999, everybody was sure that the internet would change the world, and it did. And can you imagine today living without the internet and e-commerce and so forth? And yet the internet and e-commerce stocks that were the beneficiaries of that thinking in the TMT bubble of the late 90s, the vast majority are now worthless. Et si tu regardes l'histoire, en fait, toutes les bulles se forment de la même façon. On a une nouvelle technologie qui arrive. Les gens pensent que cette nouvelle technologie va révolutionner le marché. Et donc, ils investissent massivement dans cette technologie en pensant que les entreprises vont faire des fortunes grâce à ça et en se pensant plus malin que tout le monde parce que les bénéfices vont aller to the moon. On va atteindre des niveaux stratosphériques qu'on n'avait jamais vus. Ce qui se passe avec ça, c'est que la valorisation des entreprises devient totalement irrationnelle, exubérante. Ça n'a absolument aucun sens. Tout le monde devient euphorique et pense qu'il y a de l'argent facile à se faire. Et puis on arrive au fameux moment où la bulle explose et les gens sont ruinés, particulièrement les derniers arrivés. Donc en général, ce sont les particuliers un petit peu pigeons, un petit peu méfiants de la bourse qui arrivent à ce moment-là et qui se retrouvent à perdre leur argent, à avoir une mauvaise expérience. Un autre point qu'il faut pas négliger, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas quelles sont les entreprises qui vont tirer profit réellement de l'intelligence artificielle. Reviens en fin des années 90, lors de la bulle Internet. Amuse-toi à regarder sur Google quelles étaient les entreprises les plus en vogue pendant la bulle Internet. Aujourd'hui, quasiment aucune de ces entreprises existe encore aujourd'hui ou est aujourd'hui vraiment considérée comme innovante, considérée comme un acteur majeur d'Internet et une entreprise vraiment technologique majeure. Donc ce que Howard Marks met en avant ici, c'est que oui, on est tous d'accord pour dire que l'intelligence artificielle va potentiellement révolutionner le monde, va potentiellement apporter quelque chose de nouveau sur les entreprises et augmenter la productivité. On va avoir clairement un avant-après intelligence artificielle comme on a eu un avant-après Internet. Le problème ici, c'est qu'on ne peut pas savoir exactement de quelle manière les entreprises vont s'enrichir avec ça, quelles sont les entreprises qui vont en tirer profit et sur qui miser exactement pour vraiment tirer profit de cette nouvelle technologie qui arrive sur le marché. Alors personnellement, avec ma vision du marché et la façon dont j'investis, aujourd'hui, je trouve que les marchés sont pas complètement fous. C'est-à-dire que oui, on est légèrement surévalué, surtout pour les Magnificent Seven, mais en règle générale, on a beaucoup d'entreprises qui sont sous-évaluées. C'est-à-dire si tu sors de ces 7 entreprises, tu vas trouver énormément d'entreprises sous-évaluées qui ont été mises un petit peu à la trappe parce que tout le monde se concentre là-dessus. Et donc, tu peux trouver de magnifiques opportunités sur les marchés. J'aurais tendance à dire, évite peut-être les Magnificent Seven parce que les valorisations commencent à être élevées, mais encore une fois, je trouve qu'on n'est pas encore sur des valorisations totalement irrationnelles. J'ai pas l'impression qu'on soit encore dans une phase de complète bulle. Alors, on est haut, oui, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais on n'est pas dans une exubérance totale où tout le monde est complètement irrationnel et tout le monde devient complètement débile. Je te doute bien, j'ai pas de boule de cristal, pas dire ce qui va exploser la semaine prochaine, ce qui va se passer, etc. La seule chose que je sais, entre guillemets, c'est que moi, j'investis tous les mois dans des sociétés sous-évaluées qui versent des dividendes croissants pour préparer ma retraite et pour surtout avoir des revenus qui augmentent tous les mois et surtout investir dans des entreprises solides
solides qui génèrent du cash. Je sais pas trouver des pépites, je sais pas trouver l'entreprise qui fait pas de bénéfices aujourd'hui mais qui va révolutionner son industrie. Ça, je ne le fais pas parce que la réalité, c'est qu'on a beaucoup plus de chances de se planter qu'autre chose. Je vais me concentrer sur les entreprises en place qui savent se renouveler et qui sont capables de faire croître leurs revenus et leurs dividendes sur le long terme. Donc aujourd'hui, moi, je m'en fous un petit peu de si les marchés montent, baissent ou quoi que ce soit. Je me concentre d'acheter des parts de business solides pour encaisser de jolis dividendes. Si c'est une stratégie qui t'intéresse, je t'ai préparé une liste en lien dans la description d'entreprises qui me semblent sous-évaluées et qui ont un dividende versé depuis plus de 20 ans et un faible niveau de dette. Tu peux y accéder gratuitement via le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu penses également des Magnificent Seven. Qu'est-ce que tu penses de la bulle? Est-ce que ça va éclater? Est-ce que ça va encore monter avant d'éclater? Comment tu vois les choses se passer de ton côté? Si la vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Abonne-toi également en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!